Ce que nous allons tenter de suivre est donc le sillage ouvert par ce premier moment de l'être dans le monde, à savoir sa naissance. Pourrait-on y entendre la construction du lit laissé par la trace d'un premier traumatisme? Ce titre n'est pas sans rappeler le titre de l'essai d'Otto Rank. Ce dernier indique que son livre, et je cite, est un essai d'utiliser les données fournies par la psychanalyse en vue de l'explication de l'évolution totale de l'humanité, voire de l'humanisation en général. Plusieurs critiques ont pu être faites concernant l'hypothèse de Rank de tout ramener au traumatisme de la naissance. Pour exemple, Ferenczi écrira notamment « Rank se rend la tâche trop facile en supposant que le sein maternel soit le seul endroit où l'on puisse attraper un symptôme et le moment de la naissance, le seul temps possible de sa formation. » Si Rank a centré l'axe de son travail autour du traumatisme de la naissance comme venant expliciter l'évolution totale de l'humanité, ce ne sera pas mon propos. Mais pour autant, ce moment de la naissance d'un être est ce sur quoi je vous propose de nous attarder pour venir éclairer la thématique posée aujourd'hui. Dans son séminaire « L'acte psychanalytique », Jacques Lacan revient sur l'écueil introduit par Rank. Faire entrer la naissance sous le biais du traumatisme, c'est lui donner fonction signifiante. Le biais résiderait dans le fait d'introduire l'idée qu'avant la naissance, il y aurait, et je cite Lacan, fusion qui fait que pour le sujet, il y a eu possibilité primitive et donc possible à reconquérir, d'une union avec ce qui fait le tout. C'est le rapport de la mère à l'enfant, de l'enfant à la mère au stade utérin, au stade d'avant la naissance. Mais cette erreur sera exemplaire parce qu'elle est ce qui nous révèle, parce que c'est elle qui nous révèle où prend son origine cette fonction du tout dans le sujet, en tant qu'il croit sous le biais de la fatalité inconsciente, c'est-à-dire ou qu'il ne se reconnaît authentiquement qu'à s'oublier, ou qu'il ne se reconnaît sincèrement qu'à se méconnaître. Fin de citation. Freud lui-même revient sur la question du traumatisme de la naissance qu'il articule sous le prisme de l'angoisse, mais indiquant qu'il serait trop difficile de démontrer ce que l'enfant pourrait avoir gardé de ce moment pour pouvoir avancer sur cette question. Il écrit « Dans l'acte de la naissance réside un danger objectif pour la conservation de la vie. Nous savons ce que cela signifie dans la réalité, mais psychologiquement, cela ne nous dit rien du tout. » Quel serait le sillon ouvert par la naissance qui éclairerait la question du traumatisme? Freud ouvre une voie vers l'angoisse, même s'il indique la laisser en suspens. C'est avec Lacan que nous allons poursuivre cette voie laissée ouverte. Dans son séminaire « L'angoisse », il dit, je cite, « L'angoisse a été choisie par Freud comme signal de quelque chose. Ce quelque chose, ne devrait-on pas en reconnaître ici le trait essentiel dans l'intrusion radicale de quelque chose de si autre à l'être vivant humain que constitue déjà pour lui le fait d'être passé dans l'atmosphère, qu'en émergeant à ce monde où il doit respirer, il est d'abord littéralement étouffé, suffoqué. C'est ce que l'on a appelé le trauma. Il n'y en a pas d'autre. Le trauma de la naissance qui n'est pas séparation d'avec la mère, mais aspiration en soi d'un milieu foncièrement autre. Le traumatisme ne serait pas lié à la séparation, mais traumatisme lié à cette intrusion de l'autre en soi. Voici un apport fondamental concernant l'articulation à cette question du traumatisme. Aussi, avant même que l'être ne puisse se positionner ou dire quoi que ce soit, la condition même de la vie nécessite se prendre en soi inaugurale, cette intrusion de l'autre, comme le formule Lacan. Voici le sillon inauguré concernant le traumatisme qui s'allie en son origine à cette détresse que nous entendons par ce lien à cet étouffement, cette suffocation. Freud a mis en évidence cette notion d'Hilflosigkeit sur laquelle nous allons nous attarder. L'immaturité du nourrisson le rend dépendant à son environnement et à l'autre qui prend soin de lui. L'Hilflosigkeit, la détresse, selon une traduction usuelle, pousse au cri auquel l'autre répond par sa présence et l'offre du sein. Aussi, dès ce départ, cette solitude première, ce frottement avec le champ du réel suffocant, serait pensé par l'autre. Nous pouvons entendre l'équivoque du signifiant pensé
avec pensée P-E-N-S-E-R, car l'expérience témoigne de ce que la mère pense le nourrisson afin de traduire les cris et lui répondre, voire elle-même supporter cette détresse ressentie en son sein. Pour exemple, cette jeune mère en psychothérapie qui s'agite corporellement lorsque son nourrisson pleure. Voici ce qu'elle en dit. « Je ne supporte pas de l'entendre crier. Faut que je trouve ce qu'il a, car sinon ça m'angoisse. Ça, je supporte vraiment pas de l'entendre si je sais pas ce que j'ai à faire et que je comprends pas ce qu'il a. » Ce que nous entendons ici est cette difficulté maternelle liée à l'impuissance dans laquelle le pleur du nourrisson, ou le cri, comme elle le formule, la met. À l'Hilflosigkeit du nourrisson répond l'Hilflosigkeit de la mère. Nous postulons le fait que cet état de détresse à la naissance, en deçà de l'angoisse, appuierait ce lit du traumatisme nécessitant ce concours indispensable de l'autre et donc ce sillon de l'aliénation primordiale. Au-delà d'un appui sur l'autre pour vivre, l'immaturité du nouveau-né produit une prise en soi de l'autre, à un âge où moi et non moi n'est pas encore distingué. C'est ce que Freud pointe lorsqu'il évoque que le narcissisme est toujours un narcissisme secondaire. La libido, pour revenir vers le moi, est d'abord une libido qui a été investie sur le monde extérieur, faisant retour comme libido d'objet. Dans la formation même du moi, il y a de l'autre. C'est en ce point que la psychanalyse a mis en lumière l'importance de la qualité de présence de cet autre prenant soin de l'enfant. Ainsi, dès la naissance, il y a nécessairement autre pour qu'il y ait vie, et il y a à faire avec cela, même si dans le même temps, cela inaugure le drame de l'être. Cette dernière formule rappelle celle de Lacan concernant le drame du miroir. À se reconnaître dans le miroir et donc une image totale de lui-même, l'être s'aliène dans un leurre. Pour notre sujet, le leurre serait celui de couvrir, par l'intervention de l'autre, l'impuissance fondamentale éprouvée par l'être entré au monde. L'Hilflosigkeit signerait ce traumatisme par cette solitude inhérente à l'homme, cette détresse et le socle de cette inscription du recours à l'autre pour sortir de cette détresse. Le voile est posé dès la naissance sur cette impuissance par l'aliénation. Dans son séminaire « Le transfert », Lacan dit « Dans l'Hilflosigkeit, la détresse, le sujet est purement et simplement chaviré, débordé par une situation irruptive à laquelle il ne peut faire face d'aucune façon. Entre cela et prendre la fuite, il y a une autre solution, et c'est ce que Freud nous pointe en soulignant dans l'angoisse son caractère d'Erwartung. Ainsi, sur ce premier temps du traumatisme, se fonderait un sillon propre à être réemprunté dans des moments de frottement avec cette Hilflosigkeit, comme nous l'avons vu plus tôt en évoquant cette séance avec cette mère. Face à cette solitude, cette impuissance, cette détresse, une défense du moi serait ce recours à l'autre. Cette attente à entendre dans l'angoisse, nous l'envisageons comme cette position d'attente que l'autre vienne au secours. Le drame résiderait dans cette répétition où l'être répondrait à son inopérance par le recours à l'autre. Cela permettrait de la voiler, mais à ne pas s'y frotter, cela maintiendrait l'être dans cette position d'aliénation, tout autant source de jouissance que de souffrance, et non une construction pour et par lui-même. Cliniquement, les exemples de ce recours à l'autre et cette difficulté d'être seul, d'être responsable, sont nombreuses. J'ai l'impression, alors je cite, « J'ai l'impression d'être désœuvrée quand je suis toute seule. Ça me donne l'impression d'être une enfant, de ne pas être autonome. » Ou encore, « J'ai vraiment senti de n'être rien sans l'autre. » Une autre, « J'aime être dirigée. La difficulté, c'est peut-être d'être responsable, d'être celle qui fait des choix, et donc, potentiellement, de me tromper. » Il y a aussi ces exemples de cette détresse liée avec ce frottement à une solitude, dans ces expériences d'angoisse, où l'angoisse est simplement levée d'avoir une personne auprès de soi. Voici l'indication d'une femme qui vient de divorcer et arrive à ma consultation. Je suis venue parce que j'étais dans une détresse. Cette séparation m'a laissée seule avec moi-même et ça a fait remonter des questions concernant ma relation aux autres. Avant, j'étais toute tournée et concentrée sur mon mari.
Et c'était normal. Mais maintenant, parfois, je me sens même désœuvrée. Le moi se défendrait de l'Hilflosigkeit, résonance de la détresse primordiale, par le recours à l'autre, et là se fonderait la difficulté de vivre son existence en étant responsable. Un patient évoque dans le fil de ses associations libres, concernant sa colère à l'égard de ses parents divorcés quand il était jeune, « Je pensais que c'était de leur responsabilité si j'étais au monde, car j'avais pas demandé à vivre, j'y étais pour rien. » Ou pour finir, cette psychanalysante, « Je pense que j'ai le fantasme de déléguer à l'autre ma joie ou ma tristesse. Je pense que je me suis coincée enfant dans le fantasme de déléguer... Je pense que je me suis coincée enfant dans le fait de demander à l'autre de changer l'ordre établi. » Voici l'interprétation qu'elle fait de son fantasme. M'auto-alimenter de manque. J'aimerais m'auto-suffire, car en alimentant le manque, j'alimente la détestation de moi. Pour en revenir à la question de la temporalité et suivant les pas de Freud et de Lacan, le traumatisme résiderait dans un après-coup de ce premier sillon, ou cette première blessure, si nous restons dans le champ de l'étymologie grecque du trauma, où l'être en position de détresse, de désaide, de manque, serait dans cette nécessité d'imposition à soi de l'autre, dans une aliénation nécessaire. En ce point, l'autre auquel l'être va se frotter va aussi avoir une importance. Une psychanalysante de dire « c'est tellement difficile pour un enfant, nommé moi-même, de subir cette absence radicale, difficile de faire avec ce manque de socle, ce manque de sécurité affective. » Nous avions évoqué la qualité de cette intrusion de l'autre en soi, qui va compter, mais ultérieurement, cette manière dont l'autre continuera de faire intrusion comptera aussi dans ce champ du traumatisme qui nous occupe. Nous avions entendu dans le colloque précédent sur le fantasme le tournant de la lettre du 21 septembre 1897, où Freud renonce à sa neurotica. Cela ne ferme pas la porte à la question du fantasme et non plus à celle de l'intervention de l'autre. Suivant Lacan sur cette intrusion en soi d'un élément autre qui ferait traumatisme, nous entendons cette effraction de ces autres quotidiennement dans les cures. Les enfants, loin d'être entourés d'adultes bienveillants, sont bien plus souvent entourés de majeurs, comme les nomme Fernando de Amorim. Ainsi, une femme, la cinquantaine, souffre d'une phobie d'intrusion, comme elle le nomme. Ce qu'elle en dit, « Peur que quelqu'un entre dans mon espace de vie. C'est une phobie. Peur qu'un voleur entre dans ma chambre. » Cette peur la fait souffrir quotidiennement dans son sommeil, ayant des répercussions sur ses journées. Associant sur la peur qu'un voleur entre la nuit pour lui faire du mal, elle se questionnera longuement, car elle n'a pas été violée enfant et son père ne lui a pas fait de mal. Ce qu'elle associera, c'est cette intimité qui faisait défaut. Lorsqu'elle était enfant, son père, pendant qu'elle travaillait, son père pouvait entrer violemment dans sa chambre, regarder ce qu'elle faisait, puis repartir. Sa mère, elle, entrait pendant qu'elle se lavait et face aux protestations de sa fille, dire « C'est moi qui t'ai faite, je sais à quoi tu ressembles ». Ce qu'elle associera, c'est que pour être tranquille, il vaut mieux être sur le qui-vive, c'est sa formule. Le moi protégerait d'une détresse par l'intrusion de l'autre en restant vigilant, même au moment où il est bienvenu de dormir. Une psychanalysante, une autre, évoque une scène d'enfance vers l'âge de 4 ans, où son oncle, chez qui elle passait beaucoup de temps et aimait, initia un jeu. Le jeu était de baisser le pantalon de pyjama. Il se trouve que c'est cette petite fille qui baissa en premier le pantalon de l'oncle. La psychanalysante indique que l'effroi ne fut pas de voir le sexe de l'oncle, mais de voir son regard. Elle était contente, car pensait avoir gagné, mais ce regard de l'oncle lui fit entendre que le jeu n'était plus, et qu'à gagner, elle avait perdu. Elle fut laissée à sa solitude, les adultes l'entourant, minimisant sa détresse que cet oncle ne lui parle plus. Ferenczi propose la formule de confusion de langue. Je le cite, « Ils confondent les jeux des enfants avec les désirs d'une personne ayant atteint la maturité sexuelle et se laissent entraîner dans des actes sexuels sans penser aux conséquences. Ceci est éclairant dans la lecture d'une intrusion de la langue de l'adulte dans le champ de l'enfant, qui ferait effraction puis traumatisme.
Dans la cure de ces femmes évoquées, ce sont les associations libres qui ont permis, dans l'après-coup, d'éclairer les situations vécues dans l'enfance. La situation de la cure elle-même peut s'entendre dans cette répétition s'appuyant sur cette expérience de Hilflosigkeit. S'adresser à un autre, supposer savoir, dans un moment de détresse. Lorsqu'une personne vient à notre consultation, l'examen préliminaire est celui de sa souffrance. Pour entrer en psychothérapie, l'être a à reconnaître qu'il souffre, et cette souffrance pourrait être entendue comme le premier pas en direction de savoir davantage sur cette Hilflosigkeit. Dans la consultation, ce qui apparaît avec la souffrance, c'est cette détresse de l'être. L'adresse d'une demande au psychothérapeute ne doit pas être comblée d'une réponse, signalait Lacan. Et nous pourrions affiner à la lueur de ces indications, ne pas répondre à la demande pour que l'être puisse s'engager dans une voie nouvelle que celle déjà connue d'un autre qui fait intrusion en lui par sa parole, par son interprétation. La psychanalyse serait une voie permettant de se frotter donc à cette question de l'Hilflosigkeit, et cela en fonderait sa spécificité, car contrairement aux différentes thérapeutiques qui peuvent exister, la psychanalyse fonctionne non pas en ajoutant, comme le signalait Freud, mais en enlevant. La position même du psychanalyste, de semblant d'objet petit a, indique qu'il n'occupe pas une position qui consiste à donner, mais celle de permettre un support à l'être pour son désir de savoir. Pour ce faire, cela nécessite que le psychanalyste soit lui-même serein concernant sa propre détresse et d'avoir réglé sa propre position d'impuissance. En effet, le silence du psychanalyste est un élément technique qui permet à l'être d'associer librement ses pensées, mais aussi, en ne répondant pas à la demande, de renvoyer l'être vers lui-même. Pour ce faire, il est nécessaire que le clinicien soit tranquille avec cette question donc de son impuissance pour ne pas occuper la scène avec son propre moi. Fernando de Amorim indique que pour la cure du psychanalyste, c'est le moi qui a à être traversé par la castration symbolique. Nous entendons ici cette articulation avec le fait que le moi du clinicien a à pouvoir supporter cette détresse, cette impuissance, cette castration symbolique. Un clinicien n'a pas simplement choisi de vivre son existence, il s'est engagé dans la voie de recevoir des patients et des psychanalysants. Le moi n'aurait donc pas simplement à être dégonflé, mais traversé par la castration symbolique. Dans son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, Lacan dit « Je pose la question, la terminaison de l'analyse, la véritable, j'entends celle qui prépare à devenir analyste, ne doit-elle pas, à son terme, affronter celui qui l'a subi à la réalité de la condition humaine ? C'est proprement ceci que Freud, parlant de l'angoisse, a désigné comme le fond où se produit ce signal, à savoir l'Hilflosigkeit, la détresse, où l'homme, dans son rapport à lui-même, qui est sa propre mort, mais au sens où je vous ai appris à la dédoubler cette année, n'a à attendre d'aide de personne. Mon hypothèse est que cette détresse, cette Hilflosigkeit qui amène un être en cure, est aussi ce qui serait le plus grand frein au terme d'une psychanalyse, dans cette résistance à se frotter à sa responsabilité et donc sa solitude dans l'existence, de supporter ce passage par cette détresse d'être manquant. Dans la dernière discussion du colloque, l'inattendu fantasme, Fernando de Amorim indiquait, je cite, « Nous ne savons pas d'où nous venons et nous ne savons pas quand nous allons mourir, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous soutient. C'est à ce moment-là que nous sommes obligés de construire, dès la plus tendre enfance, des organisations fantasmatiques pour interpréter le réel en mettant en place une réalité avec l'autre, le grand autre parental. L'aliénation est inhérente à la vie, donc nous ne pouvons pas nous en défaire totalement. Cependant, une psychanalyse permet de vivre son existence sans poursuivre dans la voie de l'aliénation, en étant traversé par la castration symbolique et en supportant sa condition humaine. La réitération de l'aliénation, source de jouissance et de souffrance, pour combler cette détresse d'être seul, n'est pas une obligation, mais pour s'en dégager, l'être a à être responsable de son existence et non plus faire porter ses manquements à l'autre. Merci.